Nouvelle grosse amende pour Binance. En effet, les États-Unis réclament 4 milliards de dollars à Binance pour mettre fin à leur procédure pénale. La SEC s'attaque désormais à Kraken. Les exchanges crypto sont donc de nouveau dans la tourmente aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, on va parler un petit peu d'actualité dans un premier temps, mais ne vous inquiétez pas, très rapidement, on va basculer sur de l'analyse technique fondamentale, macroéconomique et vous le verrez aussi ce matin, microéconomique. On a beaucoup de choses à voir sur les marchés, d'accord, et pas mal de petites prises de position très intéressantes que j'ai à vous partager ce matin. Donc restez bien jusqu'au bout. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Donc je vous le disais à l'instant, Binance qui est de nouveau dans la tourmente. Il y avait des rumeurs de faillite depuis un moment autour de Binance. Là, c'est tombé, 4 milliards de dollars d'amende, j'ai envie de vous dire, que Binance va devoir payer. Et en fait, au moment où je vous parle, Binance a déjà payé. CZ a déjà envoyé la somme pour, voilà, être tranquille. C'est bon. Donc de nouveau, on a les États-Unis qui s'attaquent à Binance et globalement à l'écosystème crypto. Hein, c'est un petit peu dommage. Mais l'amende a été payée directement. Alors ça, c'est une meilleure nouvelle, j'ai envie de vous dire, parce que ça veut dire que bon bah voilà, Binance a quand même des ressources pour payer une telle amende, c'est que ça va bien. Alors quelle était la cause en fait, si vous voulez, de cette amende? Eh bien c'est tout simplement, enfin de cette amende, de cette procédure pénale. À l'initiale c'est une procédure pénale. Eh bien c'est tout simplement des suspicions de blanchiment d'argent et de fraude bancaire, d'accord? Bon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Toujours est-il qu'on a quand même un gouvernement américain qui continue de taper sur l'écosystème crypto en passant justement par Binance. Et puis il n'y a pas que le gouvernement du coup qui s'attaque aux cryptos, il y a aussi les régulateurs puisque la SEC, on l'a appris hier, donc la SEC, il faut savoir que c'est le régulateur financier américain, a décidé de s'attaquer à nouveau à Kraken. Donc Kraken c'est aussi l'un des plus gros exchanges crypto, hein. Je pense que nombreux d'entre vous doivent le connaître, et avec toujours cette question des securities vs commodities qui revient sur la table, hein. Vous savez que ce sont des arguments qui avaient déjà été exprimés par rapport à la situation d'XRP et de nombreux autres tokens. Donc de nouveau, Gary Gensler et toute sa troupe qui s'attaquent à l'écosystème. Alors, ce qui est bien, et là où il faut se réjouir vis-à-vis de la situation actuelle, c'est que ces mauvaises news, qui il y a encore quelques temps pouvaient entraîner des mouvements baissiers sur le marché, sont aujourd'hui totalement ignorées par le marché crypto. On le voit, hein, il n'y a eu absolument aucune chute. Par contre, on observe que les bonnes nouvelles, même des nouvelles qui ne sont pas extrêmement bonnes, mais légèrement, eh bien, elles entraînent une réaction haussière du marché. Je prends l'exemple de l'élection de Javier Milei en Argentine ce week-end. Donc en fait, on a un marché crypto qui se met totalement à ignorer les mauvaises nouvelles et à prendre en compte toutes les petites bonnes nouvelles. Ça, c'est très bien et c'est souvent un indicateur de reprise de confiance dans le marché et surtout de reprise de potentiel bull market. D'accord? D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de ces actualités-là. Dites-moi si selon vous, on est repassé en bull market ou pas encore. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, c'était cette première petite partie de vidéo un petit peu actualité. On va pouvoir basculer maintenant sur du concret, sur de l'analyse technique, sur de l'analyse fondamentale, etc. Comme je vous le disais, on a vraiment pas mal de choses à voir ce matin. On va commencer comme d'habitude avec donc le marché crypto qui est vraiment coupé en deux. Ce matin, on a d'un côté Bitcoin qui résiste un petit peu en se maintenant au-dessus des 37 000 $. Alors attendez, je viens de voir que mon écran avait été un peu décalé, je crois. Ah non, c'est normal, pardon. Donc, je le disais, excusez-moi, à l'instant, donc on a un Bitcoin qui résiste plutôt bien pour le moment, et de l'autre côté du marché, eh bien, on a des altcoins qui sont en grosse difficulté. Alors, certains résistent plutôt bien aussi, on parlera du BNB un petit peu plus tard dans la vidéo, mais les top performeurs dernièrement, Solana, Avax, Atom, Cas, TIA, sont en grosse difficulté ce matin et perdent entre moins 5 et moins 10%, ce qui est quand même pas rien. D'accord? Et effectivement, si on observe un BTC qui se stabilise, ou voire même qui continue un petit peu de corriger dans les prochains jours, ça pourrait être l'hécatombe totale du côté des altcoins. On voit Ether, encore une fois, à nouveau, qui sous-performe BTC et qui s'approche de nouveau de la barrière des 2000 $. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne?
etc., etc. Bon, bah, il n'y a pas beaucoup de changements pour le moment du côté de BTC. Vous savez que je suis en short depuis mercredi dernier avec un prix d'entrée à 37 300 $, avec pour objectif de retracement. Maintenant, je vais tout simplement attendre que le prix remonte un petit peu plus haut, tout simplement pour venir chercher les ordres qui se situent en direction des 38 000 $. D'accord, c'est ce qu'on a pu observer sur l'order book, mais c'est ce que je vous ai montré aussi sur les maps de liquidation dernièrement, pour faire une deuxième et une dernière entrée. Attention, en cas d'acceptation au-dessus des 38 000 $, on annulera le scénario baissier et on passera plutôt acheteur en direction des 40 puis des 42 000 $. Mais pour le moment, la priorité, c'est la vente, c'est le scénario qu'on privilégie et donc on attend potentiellement un dernier petit swept haussier avant d'aller chercher une vente beaucoup plus importante. Du côté de l'open interest, pas de changement de ce point de vue-là. Hein. On est toujours avec un open interest en hausse, avec des funding rates en positif, mais par contre, des CVD spot qui sont, eux, toujours en vente, d'accord, en négatif. Donc tous ces éléments me confortent à nouveau dans mon biais plutôt vendeur pour Bitcoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, comme je vous l'ai déjà expliqué d'ailleurs dernièrement. Donc je ne vais pas m'étayer énormément sur le sujet de Bitcoin parce qu'on l'a déjà pas mal travaillé. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir dans le Discord et à aller voir les autres vidéos que j'ai pu vous faire dernièrement sur la chaîne YouTube, notamment celle de dimanche soir, où je reviens un petit peu sur ces différentes explications et le pourquoi du comment je suis dans ces positions. Par contre, du côté d'Ether et du côté des alts, il y a pas mal de petites choses intéressantes. Alors sur Ether, j'ai deux scénarios vraiment très divergents. Le premier, vendeur, qu'on avait travaillé ensemble les derniers jours, qui se déroule merveilleusement bien pour le moment et qui devrait nous entraîner en direction des 1780 $. Mais attention, on peut voir les choses un petit peu d'une autre manière, avec potentiellement une continuation haussière pour venir chercher la liquidité qu'on a laissée sur ces plus hauts. Effectivement, sur ces niveaux-là, on a laissé quand même pas mal d'argent. Et donc, ça serait quand même assez intéressant de venir les récupérer pour ensuite, justement, aller chercher les 1780 $. Si ce scénario haussier se valide, alors il faudra aller chercher des prix d'entrée aux alentours des 1960 $, vous le voyez, dans la FVG, qui correspond d'ailleurs à la zone d'ETE, puisque si je trace un Fibo sur cette impulsion, eh bien vous voyez que cette FVG intervient parfaitement dans la zone d'ETE justement. Donc on a ces deux scénarios qui se confrontent. Pour moi, les deux peuvent être valables, c'est-à-dire qu'on peut très bien rester dans ce short pour TP ici, mettre notre SLABE, rentrer dans une position longue et sortir gagnant dans tous les cas. Ça, c'est une possibilité et c'est d'ailleurs très probablement ce qui sera mis en place dans les prochains jours. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans le serveur Discord. Ok ? Ça, c'est pour Ethereum. Du côté des alts, donc je vous le disais, on a des petites choses intéressantes. ARB, Solana, le même coin dont je vous ai déjà parlé. Mais ce matin, j'aimerais vous parler du DYDX sur lequel je me suis positionné en short. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a cassé cette zone de support qui était pour moi assez importante à tenir, ce qui a déclenché des targets baissières en direction des 2,17 $. D'accord? C'est une grosse zone de liquidité qui n'avait pas été récupérée lors du dump du 9 novembre dernier. Et donc, ce sont des targets que je souhaite récupérer dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Alors là, on voit qu'on est en train de retester ce niveau. Attention, évidemment, si on réintègre la structure avec de l'acceptation, alors le scénario vendeur sera annulé et on repartira du coup sur de l'achat. Toujours très très important quand vous prenez des positions d'avoir vos zones d'invalidation, c'est indispensable. Alors, du côté des alts, il n'y a pas que le DYDX que je surveille, il y a aussi le FET. Le FET qui, en weekly, je vous l'ai partagé il y a quelques jours, était très intéressant à surveiller pour moi, selon moi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'attaque à une zone de résistance très intéressante qui, si elle est cassée, pourrait entraîner un rallye haussier vraiment pas mal. Donc là, en weekly, pour le moment, la bougie n'est pas extraordinaire, mais c'est le début de la semaine. Si on regarde sur du 4 heures, c'est beaucoup plus intéressant. On est venu casser la résistance et là, on revient la tester. Donc potentiellement, on va être sur des prix intéressants pour le fait. Je rappelle que c'est un token qui a en plus pas mal de potentiel dans le secteur, dans la narrative intelligence artificielle. Maintenant, attention, vu que j'ai un biais plutôt baissier sur l'ensemble du marché, ça peut être un petit peu risqué. Un autre token que je trouve très très intéressant, c'est le BNB. Il a mis un petit peu de temps à se réveiller par rapport à ses
à ses compatriotes, j'allais dire, à ses condisciples. Mais là, il est en train de flip la résistance weekly la plus importante de sa chart, donc aux alentours des 250 dollars. Et là aussi, cela pourrait entraîner un joli run haussier en direction des 400 dollars dans les prochaines semaines si la cassure de cette résistance est validée. Là, on a vraiment fait une jolie déviation, réintégration, ça peut être super bullish par la suite. Donc pas de précipitation, on va pas se surexposer trop rapidement sur le marché, sachant qu'encore une fois, voilà, on maintient un biais quand même plutôt baissier sur Bitcoin, mais ce sont des setups qui sont à surveiller. Je vous en avais partagé il y a quelques semaines, rappelez-vous, sur AV, je vous en avais partagé sur UOS, sur Atom, tous ces tokens qui sont venus flip ces résistances et qui vont potentiellement démarrer prochainement, ils sont à surveiller. D'accord, c'est très très important de les avoir à l'œil, même si on ne va pas se positionner maintenant tout de suite, s'il se peut que dans les prochaines semaines, on le fasse, voire dans les prochains mois. D'accord? Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto, les amis. On va passer désormais du côté des marchés financiers traditionnels, puisque là aussi on a pas mal de choses à dire d'un point de vue technique, d'un point de vue prise de position, mais aussi d'un point de vue macro, fondamental et microéconomique. Vous verrez qu'on va en faire un petit peu ce matin. On en fait moins régulièrement, mais c'est quand même important. Alors, je vais commencer avec les commodities, d'accord, parce que c'est là où je vais être le plus rapide. Un nouveau trade gagnant sur le gold. On est vraiment sur un sans faute depuis le début de l'année 2023 sur l'or. Encore un trade qui se passe merveilleusement bien. Donc là, position qui a d'ores et déjà été sécurisée avec une prise de profit partiel et un SLABE. Donc là, la petite accalmie baissière qui s'est terminée sur le gold et on est repassé acheteur. MSS, Boss, tout est OK. On va aller chercher des targets bien plus. Du côté du pétrole, il y a eu un début de semaine un petit peu compliqué, parce qu'on s'était positionné un petit peu trop tôt sur le pétrole, donc on a coupé rapidement les pertes, et puis on s'est repositionné un petit peu plus haut, d'accord? Donc là, pour le moment, la position qui est repassée dans le vert, donc c'est parfait, et je m'attends clairement à de la continuation baissière. Je vous ai expliqué dimanche soir d'un point de vue fondamental pourquoi, en fait, on avait probablement plus de chances de repartir vers le bas du côté du pétrole, tout simplement parce qu'on va potentiellement passer excédentaire avec une offre qui va être beaucoup trop importante par rapport à la demande. Je vous réfère encore une fois au rapport de l'OPEP qui a été publié il y a tout juste une semaine. Donc voilà pour les commodities, globalement on va rester dans ces biais-là. Maintenant attention, je rappelle que ce sont quand même des actifs qui sont très très sensibles à l'actualité, d'accord? Donc restons prudents tout de même. Du côté Forex et indice, il y a pas mal de choses à dire aussi. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on a un dollar qui est assez mouvementé. Alors les deux positions principales que j'ai actuellement, c'est sur euro-dollar et sur le Dow Jones. Euro-dollar, pourquoi? Parce qu'on est arrivé sur une belle zone, une belle première zone de résistance en H4 et que juste au-dessus de nous, on a la grosse zone daily sur laquelle d'ailleurs on s'était positionné un certain nombre de fois cette année. Je vous le rappelle. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, c'est sur cette structure-là qu'on a pris les plus gros shorts de l'année qui ont d'ailleurs tous très très bien marché. Et donc potentiellement à l'approche de ces niveaux de prix, à l'approche de ces structures, eh bien on va tout simplement repartir sur les mêmes types de positions. Donc là j'ai effectué une première entrée et si le prix continue de monter, donc si le dollar continue, on va le voir juste après, sa lente descente en enfer, eh bien on fera une deuxième entrée un petit peu plus haute. Je vais checker mes positions en direct les amis parce que du coup je vois un petit peu ce qui se passe et ça va me permettre de regarder un petit peu où est-ce que j'en suis. Ok, c'est pas mal, c'est assez intéressant. On va laisser tourner tout ça. Ok? Donc voilà pour euro-dollar. Dow Jones que j'ai short aussi, d'accord? Pourquoi? Parce que je considère que les marchés américains sont arrivés là en zone de surachat. D'accord? Et donc on va potentiellement commencer à raisonner à la vente. Alors attention. Pourquoi? Parce qu'on est sur la semaine de Thanksgiving aux États-Unis et on sait que historiquement, c'est une semaine qui est plutôt haussière pour les marchés financiers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vais pas me précipiter sur le S&P 500 à short, mais c'est tout simplement, c'est quelque chose que je ne devrais pas tarder à faire. Pourquoi? Parce qu'on est venu récupérer ces plus hauts, on est venu combler, on est en train de venir combler ce gap qui date du mois d'août dernier, et donc l'objectif va être de venir chercher justement de combler les gaps de continuation qui ont été laissés justement ces dernières semaines. D'accord? Ça permettrait en plus de revenir tester la grosse structure des 4300 points pour soit repartir sur de l'achat, soit rester en vente dans les prochaines semaines. D'accord? En tout cas, pour moi, on arrive sur des zones de surachat et donc il faut commencer à raisonner à la vente. Alors, sauf sur le Nasdaq. Pourquoi? Parce que pour moi, le Nasdaq est beaucoup trop bullish, d'accord? On a cassé des niveaux
beaucoup trop important. Donc lui, je le regarde, mais je ne prends pas de position pour le moment. Ok, je le surveille de loin et c'est tout. Ok, tout simplement. Et Dow Jones, donc, dont je vous parlais juste à l'instant, qui est arrivé sur une très belle zone de résistance selon moi, et sur lequel je suis donc rentré en short, avec pour moi des objectifs de retracement en direction des 34 200 points. Sur les indices européens, mon scénario est prêt aussi sur le DAX, hein. Vous savez un petit peu ce que j'attends. C'est tout simplement de venir chercher ces trois plus hauts sur lesquels on a laissé pas mal de liquidités. Attention, on a un petit gap potentiellement à venir chercher aussi vers les 16 000 points, 16 200 points. Donc là, pour le moment, j'ai mis un prix d'entrée ici, mais peut-être qu'il sera un petit peu plus haut. En tout cas, on attendra probablement la fin de semaine avec les résultats de la croissance, hein, donc le PIB allemand qui sera publié vendredi matin, pour prendre cette position à la vente du coup sur le DAX dans la continuité de ce qu'on avait fait au printemps dernier. Ça, c'est pour les indices. Du côté du Forex, donc je vous ai montré la position sur Euro-USD, mais ce n'est pas la seule que j'ai prise. Pourquoi? Parce que je m'attends potentiellement à un petit peu de retracement à la hausse sur le cours du dollar. Et donc, je suis rentré en longue sur USD-JPY en 4 heures. Pour le moment, la position se passe très très bien. On a eu une très bonne réaction sur la zone. Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'affiche plus, mais en gros, on avait une zone de sell side très intéressante ici qu'on est venu récupérer, hein. Vous voyez, on est venu swap les précédents plus bas. Et là, pour le moment, très très bonne réaction de l'USD-JPY qui pourrait repartir à la hausse du coup dans la journée. J'ai sensiblement la même prise de position sur USD CHF. Alors ça a été un petit peu plus compliqué puisqu'on a frôlé le SL tout à l'heure. Mais là on est en train de repartir dans le vert comme vous le voyez. Donc très très bonne nouvelle. Et on devrait aller chercher des targets en direction des 0,89 244 dans les prochaines heures. Donc évidemment tout ça va marcher, va fonctionner seulement si on arrive effectivement à avoir un petit peu de retracement sur le dollar. C'est pour ça que j'ai ces positions en cours. Donc je n'hésite pas à les sécuriser très très rapidement. Pourquoi? Eh bien parce que on reste quand même dans une tendance baissière justement sur le dollar, donc il faut rester extrêmement prudent. Ok, voilà un petit peu pour les positions que j'ai en cours. Alors attention, je vous l'ai dit, la macro et la micro vont être très très importantes à prendre en compte cette semaine. La macro, pourquoi? Parce que cet après-midi, ce soir et demain, on va avoir pas mal de catalyseurs qui vont potentiellement impacter justement le cours du dollar. Aujourd'hui, ce sera surtout les résultats autour du secteur immobilier américain avec les ventes de logements existants. Ce soir, les minutes de la fête, donc on aura le compte-rendu du FOMC qui sera évidemment intéressant et très très important à prendre en compte. Et puis surtout demain, commande de biens durables, inscription hebdomadaire au chômage et surtout les anticipations d'inflation, ainsi que l'attente et la confiance des consommateurs. Donc tous ces éléments vont probablement impacter le dollar. Et en fonction de qui craquera en premier entre l'inflation et l'économie américaine, eh bien ça nous donnera une direction un petit peu plus claire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que selon vous, c'est d'abord l'inflation qui va craquer ou est-ce qu'on va est-ce qu'on va plutôt avoir l'économie américaine qui va craquer et donc basculer dans une récession? C'est une question intéressante qu'on peut se poser. Donc voilà, et puis donc jeudi, vendredi, Thanksgiving, mais attention, vendredi, je vous rappelle qu'on aura quand même les résultats des PMI de services aux États-Unis qui seront importants à surveiller. Donc ça c'est pour la macro, d'accord, même si pour le moment on reste sur un marché qui est très très peu stressé, hein, très peu de volatilité, avec un VIX qui est toujours au plus bas et qui continue de latéraliser. Par contre du côté de la micro, il y a des choses intéressantes. Vous avez très probablement entendu parler de ce qui se passe autour de OpenAI, autour de Microsoft en ce moment. Alors pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que pour revenir sur la question des indices, rappelez-vous dont on parlait juste avant. Je vous disais qu'on était en surachat, mais que c'était peut-être encore un petit peu trop tôt. Et bien en fait, oui, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Pourquoi? Parce qu'on a des actions telles que Microsoft ou encore Nvidia, qui publiera d'ailleurs ses résultats ce soir, qui sont sur des records de prix, sur des records historiques, des actions qui sont très fortes. Et ces actions-là, Nvidia, Microsoft, elles font partie des 7 magnifiques. En gros, c'est une extension des GAFAM. Et donc, si ces actions sont très très fortes, et ben, étant donné qu'elles sont des grosses pondérations des indices, et notamment du S&P 500, ça peut maintenir justement les indices assez hauts et les empêcher en fait de corriger si vous voulez. Donc c'est pour ça que la micro est très très importante à prendre en compte cette semaine. Alors pour faire un petit focus sur Microsoft, qu'est-ce qui se passe? Microsoft est en train de gagner la bataille face à Google, donc Alphabet, sur le secteur de l'intelligence artificielle. Et vous savez qu'en plus là Microsoft est en train de récupérer tout plein de monde d'OpenAI, donc les développeurs, enfin l'entreprise qui a développé ChatGPT. Donc il y a pas mal de choses qui se passent dans l'écosystème
intelligence artificielle et globalement sur le marché action aussi. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur ces parties-là, je vous invite à venir voir dans le serveur Discord tout ce que je vous ai partagé à ce sujet. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire les amis. On se retrouvera cet après-midi donc en live ensemble à partir de 15h45 sur Twitch et sur TikTok pour suivre les résultats macro du jour. Et puis évidemment prendre des positions ensemble comme d'habitude. Et ce soir pour les membres premium, cours du soir à partir de 20h. Voilà les amis, vous avez le programme des lives de toute la semaine du coup qui est à votre disposition sous vos yeux et dans le serveur Discord. Je pense avoir fait à peu près le tour des informations importantes que j'avais à vous partager ce matin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous attends dans le serveur Discord pour la suite de la journée et je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.